Je pense qu'il faut voir grand. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne te réinventes pas en restant dans ta cour. Ça, c'est mon côté marin ou voyageur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à aller loin. Mais entre 2015 et 2018, on fait quand même 22 investissements en France, en Europe. On en fait 3 aux États-Unis et on en fait 2 en Asie. Ça fait quand même 7 par an, quoi. Ouais, on a bien bossé. On a fait des trucs super. On a fait du Drive-V, on a fait du Hitch, on a fait du Gojek, on a fait du Klaxit racheté par Blablacar. On a fait quelques-unes des belles histoires de la mobilité française, européenne et mondiale. Un fonds décarbonation transport mondial qui fait 150 millions et plus, il n'y en a pas. Et moi, ça me paraissait une incongruité complète. Parce que la mobilité, c'est le premier sujet en termes d'émissions de CO2. Donc si tu as envie de faire de l'impact, il faut faire de la mobilité. Avoir une bonne équipe avec un projet innovant, mais qui répond à un problème, mais qui est trop qui est microscopique, ça peut être bien pour des investisseurs, mais pas pour nous. Nous, on veut sauver la planète. Et donc, on veut faire des trucs big. Et alors, les trucs big, peut-être qu'ils seront big une fois que nous, on sera partis. Mais si nous, on ne se dit pas, cette boîte-là, et ça, c'est dans nos critères, cette boîte-là, elle peut faire 100 millions et plus en quelques années, mais ça, on n'y va pas. Yann Marteil, tu as cofondé et tu es associé gérant du fonds d'investissement Shift for Good Ventures, un fonds d'investissement qui a levé 220 millions d'euros avec la promesse d'investir et de développer la mobilité durable un peu partout dans le monde. D'abord, si tu pouvais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas trop, peut-être toi, ton parcours, et puis ensuite on viendra sur le fonds Shift for Good. Yann Marteil, 51 ans, 3 enfants. Je dis ça parce qu'il y a un lien, puisque pour moi, le durable, c'est le côté un peu intergénérationnel et notre responsabilité. J'ai grandi en Bretagne. Ok. Donc je suis, comme beaucoup de Bretons, un voyageur, un marin. Et donc ces sujets de responsabilité environnementale, de mobilité, ça m'a un peu toujours parlé. Alors je ne suis pas dans le mythe du j'ai toujours fait ça, parce que je n'ai pas toujours fait ça. J'ai fait des études un peu variées, mais il y a 2 choses que j'ai toujours fait. La première, c'est du déplacement, du voyage, parce que j'ai fait des études de géographie. Alors j'ai fait d'autres choses, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait HEC, mais j'ai fait surtout, c'est la partie qui je trouve la plus importante et qui m'a le plus marqué. Exactement, j'ai une maîtrise de géographie. Et ça te permet aussi de mieux comprendre finalement le monde, la nature. Ouais. C'est ce qui a pu te donner aussi une sensibilité sur les enjeux de transition durable. Exactement, la géographie, c'est la science des espaces. Et donc, les déplacements, c'est évidemment des enjeux de géographie. Des études de géographie, de commerce par HEC, Sciences Po. Ouais. Toujours dans une ligne business ou Sciences Po avec une ambition peut-être un petit peu plus acteur public? Oui, complètement. En fait, j'ai voulu un moment travailler plutôt dans des ministères. J'ai même travaillé au ministère de la Coopération pendant 1 an, pendant mes études. Puis je me suis rendu compte, en fait, j'étais pas fait pour ça. Qu'il y avait un rapport au temps, à la décision qui était trop lointain. J'avais besoin d'être dans des choses concrètes, des choses pragmatiques, de voir que les choses se fassent et que j'ai prise sur les choses. Et donc je me suis dit, plutôt que de passer l'ENA, j'ai bifurqué. J'ai eu la chance d'être pris à HEC. Et j'ai fait HEC entrepreneur. Et quand j'ai passé le concours d'entrée à HEC, 1 an avant les spécialisations, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Je leur ai dit, je viens faire HEC entrepreneur. Parce que je trouvais que c'était un espèce d'accélérateur d'une vraie vie du monde de l'entreprise et du pragmatisme. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est je suis en train de faire une régate de bateaux avec des copains. On organise un événement avec des entreprises. Et une de ces entreprises, dirigée par 2 gars un peu fous, on sympathise sur le ponton et ils me disent « Tu fais quoi l'année prochaine ?» Je leur dis « Je ne sais pas, mais j'aimerais bien partir aux États-Unis. » Ils me disent, nous, on voulait ouvrir une filiale plutôt en Allemagne, mais va pour New York. Et, c'est qui? et c'est une boîte qui existe encore, qui s'appelle freelance.com. Ok. Et je suis devenu le premier salarié de freelance.com. Et j'ai ouvert les États-Unis, le Canada, le Mexique, les Caraïbes. Alors justement, c'est là-dessus moi, que je vais t'attendre, Yann, parce que l'investisseur que tu es aujourd'hui est l'investisseur aguerri dans la mobilité durable, parce que ça fait un bon moment maintenant... plus d'une dizaine d'années, que tu as investi sur les sujets de mobilité durable. Je pense que tu as beaucoup de conseils
à donner, beaucoup d'insights, beaucoup de réflexions. Parfois, malgré nous, on voit beaucoup de choses à travers nos expériences et on se rend compte des choses à faire, à ne pas faire. Et je pense que c'est aussi là-dessus que ce podcast va être intéressant avec toi, cet épisode, parce que moi, je vois beaucoup d'entreprises, de start-up, que ce soit dans la mobilité ou ailleurs, qui se créent ou qui cherchent parfois à lever des fonds pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, au bon moment ou pas forcément au bon moment. Et ça, à mon avis, c'est aussi une grosse valeur ajoutée que tu vas pouvoir nous apporter. Mais d'abord, ton passage de freelance.com, ton retour en France. Ouais. Et tout de suite après freelance.com, tu rentres dans le groupe Mobivia. Non, j'ai fait 2 ou 3 autres boîtes. J'ai fait un petit passage dans l'édition. Ensuite, j'ai fait un truc que j'ai adoré, j'étais chez Monoprix. J'étais le patron du BizDev de Monoprix. Donc, j'ai fait du M&A avec l'acquisition de Naturalia. J'ai ouvert des nouveaux concepts. J'ai fait de la franchise. J'ai ouvert 104 magasins à l'international. Donc, j'ai ouvert des Monoprix dans des endroits qui aujourd'hui paraissent improbables. Au Liban, en Tunisie, en Syrie. J'ai créé en 2015 une petite boîte de conseil. En 2014, une petite boîte de conseil en développement durable qui s'appelle Evergreen. Ok. Après avoir fait un petit passage dans une boîte en LBO. Et je me suis dit en sortant de cette boîte en LBO qu'en fait je voulais absolument aller beaucoup plus loin dans l'impact. À l'époque, on parlait de développement durable. Et donc je me suis dit, j'ai créé une boîte de conseil là-dedans. Et au moment où j'ai créé ça, j'étais appelé par Mobivia qui cherchait un dirigeant pour renforcer l'équipe, donc comme directeur général délégué du groupe, sur une mission de transformation vers la mobilité durable. C'est quoi ton constat quand tu arrives en 2014-2015 ? Qu'est-ce qu'il faut vite changer ? Qu'est-ce qu'il faut adapter ? Peut-être pas vite d'ailleurs, mais... Chez Mobivia ou en général ? Ouais, chez Mobivia et de manière générale sur le marché. J'avais plusieurs impressions, on va dire, que j'ai essayé de transformer en convictions, et notamment 2. Il y a un grand enjeu de vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, les opportunités, il y a un moment, si tu les prends pas assez rapidement et en prenant des risques, donc avec la capacité de rater, en fait, tu les regardes passer, quoi. Donc, il y a le rapport à la décision. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile quand tu viens d'un autre monde. Et donc, une chose que j'ai amenée chez Mobivia, c'est un peu de radicalité et être capable de faire des choix, voilà, et de parfois pousser son avantage un peu loin. Et puis, je vais vous donner 1 ou 2 exemples. Et la deuxième chose, c'est, je pense qu'il faut voir grand. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne te réinventes pas en restant dans ta cour. Ça, c'est mon côté marin ou voyageur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à aller loin. L'illustration de ça, c'est quand j'arrive fin 2014, Via ID, c'est une de mes missions. Mission principale, mais c'est une de mes missions. Et Via ID, c'est quelques personnes à Lille. Donc, tu as quelques personnes à Lille dans Via ID. Via ID, c'est déjà existant, c'est un fonds d'investissement. Voilà. Ils ont déjà investi dans 3 ou 4 boîtes. Que de la mobilité durable. Que de la mobilité durable, c'est un super outil et il faut accélérer là-dessus. Si on veut transformer Mobivia, on va utiliser Via ID pour investir dans des startups de la mobilité durable et ça va nous permettre de remonter cette innovation. La transformation culturelle, il faut la faire en partie à l'extérieur. Génial. Et donc, mais par contre, il ne faut pas hésiter à secouer un peu le cocotier. Et donc, en l'espace de 6 mois, j'ouvre un bureau à Paris, ça paraît assez naturel. J'ouvre un bureau à San Francisco, c'est un peu moins naturel, à Berlin et à Singapour. En 12 mois, je fais passer ce Via ID du Nord à un dispositif très léger, très frugal. Hein. Et l'enjeu, c'est de trouver d'ailleurs des équipiers qui sont très pragmatiques. Mais entre 2015 et 2018, on fait quand même 22 investissements en France, en Europe. On en fait 3 aux États-Unis et on en fait 2 en Asie, quoi. Ça fait quand même 7 par an, quoi. Ouais, on a bien bossé. On a fait des trucs super. Hein. On a fait du Drive-V, on a fait du Hitch, on a fait du Gojek, on a fait du Klaxit racheté par Blablacar. On a fait quelques-unes des belles histoires de la mobilité française, européenne et mondiale. Et puis, il y a des boîtes qui n'ont pas marché. C'est normal. Le jeu de l'investissement. C'est surtout en VC. On a fait des paris sur Mobility as a Service, qui est un modèle que personne n'a craqué. Voilà, il y a d'autres choses sur lesquelles on aurait bien aimé réussir, on n'a pas réussi. Et voilà, mais je crois qu'on a beaucoup appris. En fait, on a essayé de créer un style qui est un style avec beaucoup de bienveillance envers les entrepreneurs. Donc, on a cherché à être dans une posture
de catalyseur de l'écosystème. C'est l'expression qu'on employait. Et on le faisait sur 3 piliers, évidemment avec les entrepreneurs, en disant, nous, on est là à votre service. On n'est pas là pour relever les compteurs, on n'est pas là juste pour faire de la finance, on est là pour vous aider à réussir. Les gens importants, c'est vous. Et donc, nous, comment on peut vous aider ? Et donc, il y avait ce côté grand frère, je vous accompagne, et cette posture, elle change tout. Ce n'est pas une posture de VC classique. Deuxièmement, catalyseur de l'écosystème avec les corporates ou avec les politiques. Et donc, on s'est beaucoup rapproché de Mobiliance avec Xavier Oran, et on a ouvert le Move Lab. Extraordinaire, Xavier, cette transformation qu'il a fait de Mobiliance, vraiment bravo à lui. Avec tous les grands acteurs, on a créé le Mobility Club avec une quinzaine de grands corporates, on organise des événements, etc. Et les gens nous disaient, mais c'est quoi cette espèce de système ouvert où vous partagez les infos alors que d'habitude les gens ils gardent... Je me souviens d'événements où étaient assis dans la salle à côté Renault et Stellantis, Hutchinson et Michelin, Suez et Veolia. Et en fait, on se rendait compte que ces gens-là, c'était un des seuls endroits où ils avaient l'occasion de parler de leur sujet de manière ouverte. De manière ouverte. Alors que c'est des concurrents directs. Mais sauf que la réalité de la culture des startups que moi j'avais découvert aux États-Unis, c'est que c'est ça les milieux qui vont vite. Parce qu'ils partagent. Ils savent très bien que le côté secret, un peu égoïste, en fait, ça profite en réalité à personne. Et c'est très court-termiste, ça. Très court-termiste, et donc vive un monde ouvert. Ça, c'est le deuxième pilier. Et puis le troisième, qui était un peu plus Mobivia, parce que c'est quand même, on avait des comptes à rendre, etc., c'est de dire, on ne force pas les gens à changer. Les gens, ils changent parce qu'ils voient, en fait, qu'il y a des recettes qui marchent, et ils ont envie de les appliquer. Et donc, on a fait des learning expéditions, on a fait des ateliers, on a fait venir des entrepreneurs devant les actionnaires de Mobivia, toute génération, de 16 à 90 ans. On leur a fait faire des ateliers, etc. Et donc, en fait, on a fait de l'acculturation, de la transformation culturelle, pour qu'ils se disent, en fait, la mobilité, c'est pas juste ça, c'est beaucoup plus grand. Et donc, on a une place à jouer. Et les aider à se rendre compte qu'en fait, ils sont assis sur un tas d'or. C'est-à-dire, quand vous êtes un groupe comme Mobivia, vous êtes dans 15 pays, vous avez 1200 centres auto, ouais. Vous avez des millions de clients qui passent tous les jours, donc vous avez de la data, vous avez de la connaissance des besoins, vous en faites quelque chose avec votre métier un peu primaire, mais il y a plein de déclinaisons possibles. Une des boîtes dont je suis le plus fier, qu'on a créée, c'est Vroomly. Vroomly, c'est une plateforme qui référence en fait des garages pour que des particuliers puissent faire l'entretien de leur voiture, mais aussi achètent des pièces. C'est l'ubérisation un peu des garages. Et en fait, l'idée, vous l'avez créé, c'est de l'entrepreneuriat. Voilà, on l'a créé avec The Family, avec Nicolas Collin à l'époque. Au bout de 18 mois, Covid, voilà, très difficile. Hein. Quand tu fais du retail, le Covid, c'est dramatique. Hein. Donc, ouais. Voilà, tes toutes les boutiques sont fermées, tout est off, il se passe pas rien. Exactement. Et donc là, on arrête tout ce qui n'est pas rentable, il faut que je rentre. Et puis, moi, j'avais une petite musique dans la tête déjà depuis un certain temps, qui était que j'avais envie de faire... j'avais 2 envies. La première, c'est que j'avais envie de faire quelque chose qui aille plus loin dans l'impact et dans le développement durable. Beaucoup de conversations, je prenais beaucoup l'avion, je chantais un désalignement, et donc j'avais envie de changer mon projet professionnel là-dessus. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est il n'y avait pas de fonds avant Shift4Good qui faisait de la décarbonation des transports de manière indépendante, de taille mondiale. Oui, de manière indépendante, là, tu dis. Puisque jusque-là, tu étais toi chez VID quand même, voilà, mais ça reste du... Tu as Alliance Venture, etc. Voilà, ou sinon, c'est des fonds de petite taille. Un fonds décarbonation transport mondial qui fait 150 millions et plus, il n'y en a pas. Et moi, ça me paraissait une incongruité complète. Parce que la mobilité, c'est le premier sujet en termes d'émissions de CO2. Donc, si tu as envie de faire de l'impact, il faut faire de la mobilité. Hein. Alors, ok, tu peux faire de la food ou de la construction, mais il faut faire de la mobilité. Et s'il y a bien un sujet qui est mondial, c'est quand même le transport, quoi. Le transport aérien, le transport maritime, des voitures, la logistique, etc. Ouais, donc, tu vois, tu peux très bien dire que dans le domaine médical ou bien dans le retail, c'est du super local ou du local au local, mais pas dans la mobilité. Et donc, je pense que c'est une histoire de hasard, sans doute de corporate, et puis c'est un milieu technique, probablement plus technique que la fintech ou certaines biotech.
Et donc, sans doute que ça a été sous-investi. Et donc, moi, j'ai cette espèce, tu sais, de temps en temps, dans la vie, t'as une espèce de conviction et puis ça te sort pas de la tête, quoi. Et donc, moi, ça faisait des mois et des mois, des années, je me disais, mais je vais me réveiller un matin, il y a un mec qui va créer ça, quoi, et ce sera pas moi et ça va m'énerver. Voilà. Et donc, finalement, je décide de le faire. Tu cofondes en 2022 Shift for Good Ventures. Et moi, la première fois que j'entends parler de Shift for Good Ventures, c'est par le Move Lab. Parce que le Move Lab organisait avec EIT Urban Mobility une petite conférence au WeWork dans le 13e arrondissement de Paris que j'animais. Et donc, il y a cette table ronde qui est organisée par le Move Lab dans le 13e arrondissement au WeWork. Et on me dit, un des intervenants, c'est Mathieu de Chanville de Shift for Good, qui est un fonds d'investissement dédié à la mobilité. Et puis là, je commence à regarder un petit peu et je me rends compte qu'effectivement, il y a ce fonds d'investissement indépendant qui se lance sur la mobilité, qui a l'air d'être quand même quelque chose d'assez costaud. Et je vois sur la page Yann Marteil, je me dis, tiens, incroyable. Et je trouve ça assez génial parce que ça veut dire que tu es parti de VID, du groupe Mobivia, etc., mais que vous avez réussi à garder une assez bonne relation pour qu'eux-mêmes, lorsqu'ils organisent une table ronde par le Move Lab, qui est donc Move Lab, une co-création VID Mobiliance, ils invitent Shift for Good qui lance à ce moment-là son fonds, etc. J'avais trouvé ça assez remarquable. Et puis ce soir-là, je me souviens t'avoir vu vraiment avoir des très bons moments et beaucoup de complicité avec tous les anciens de VID. Donc j'avais trouvé ça vraiment, vraiment fort. Et Shift for Good, à ce moment-là, on en entend parler et on entend que vous allez commencer votre première levée, que vous avez déjà des premiers fonds qui arrivent. Mais très vite, on comprend que c'est un gros projet international puisque dans les fonds qui investissent, on n'est pas du tout que sur des fonds français. Oui, absolument. En fait, l'histoire, elle est assez simple et on a eu beaucoup de chance, certainement. On se lance en 2021, fin 2020, début 2021, avec 2 personnes que j'ai rencontrées à Singapour, Thierry de Panafieux, Sébastien Guillot, qui avaient un petit fonds qui s'appelle ERA Capital. Okay. On était devenus amis quand j'étais à Singapour et quand je leur parle du projet, on se dit faisons-le ensemble. Et moi je me dis en fait c'est parfait parce que ils ont déjà levé des fonds, moi j'ai jamais levé de fonds et ça c'est pas trivial. Hein. Mm-hmm. Deuxièmement, ils sont à Singapour, moi je serai en France et j'avais dans l'idée que ce soit un gros truc et qu'il soit mondial. Donc on peut pas être en France et il y a des sujets qui se traitent pas à distance. Troisièmement, j'étais pas capable de faire ça seul. C'est-à-dire que être le solo patron, etc., c'est pas du tout mon approche. Et je connais tout à fait mes limites. Et le fait de le faire en équipe, moi, ça m'a toujours animé. Et donc, je me dis, très bien, on va être 3 au moins, on lance ça. Et dès le début, on s'est dit, il faut que ce soit un truc qui fasse entre 2 et 300 millions. Parce que si tu veux exister et être un acteur du changement vraiment, et donc avoir un impact, faut faire des séries A et surtout des séries B. Ouais. Et ça, si tu n'es pas à 200 millions et plus, tu ne peux pas faire des séries A et des séries B. Série A, série B. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de seed, en commençant par les seed, d'un peu les montants sur les levées de fonds et les timings à peu près sur lesquels ça se fait? Alors, je vais dire en France, parce que ce n'est pas les mêmes chiffres en Chine, aux États-Unis, etc. En France, on va dire une levée seed, c'est entre 1 et 3 millions maximum. C'est des boîtes qui sont en train de caler leur business model technologique. Parfois, on parle en TRL, donc le niveau d'avancement en fait, de la technologie. D'accord. Donc, on est sur du qui va donc, de 0 à 9. On est à un TRL 4, 5, 6. Donc, on est avant l'industrialisation. On est encore en phase de calage des choses, business model. Et alors, plus tu es sur des sujets hardware, plus tu es sur des sujets technologiquement un peu lourd, très deep tech, plus cette phase-là, elle peut durer 2 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans. Et donc cette phase-là, elle est importante. Et parfois, elle requiert plus d'argent que ce que je viens de dire. Donc les chiffres que j'ai dit, c'est plutôt un chiffre de monde de software ou de service. Ouais. Quand tu es dans du CAPEX, ce que nous on fait, tu peux mettre un ticket de 8 ou 10 millions, quoi. Donc ça, quand on dit CAPEX, ça va être parfois des installations. Ouais, une petite usine, des machines, des choses qui requièrent du capital. Et tu ne peux pas faire de la dette à ce moment-là, parce que tu n'as pas une banque qui va te prêter de l'argent.
Donc, tu es obligé de te financer. C'est pas mixable entre de la dette et de la levée quand on sait qu'il y a du capital physique, non? Pas en amorçage. Non. Okay. Non. Enfin, non. Non, c'est sur des hypothèques, des choses comme ça. Non. Dans les faits, non. Et c'est très risqué. Et puis après, une série A, en Europe, une série A, c'est entre 3 et 10 millions de levées, une valo qui fait 3-4 fois ça, hein, donc 30, c'est 50. Et là, on est sur du début de commercialisation. Ce que nous, on appelle série A ready, c'est une boîte qui ne se pose plus la question de son business model. Ça, c'est derrière eux. C'est une boîte qui est en train de se dire, c'est quoi mon go-to-market ? Et je peux tester des trucs et les rater, mais on est vraiment sur le début de la commercialisation. Okay. Donc, c'est le début du décollage. Et la série B, c'est l'étape d'après, c'est je connais mon go-to-market, je lève des sommes très significatives pour renforcer mes équipes ventes, renforcer mes équipes produits, me développer à l'international et pour commencer à décoller. Donc là, on parle en dizaines de millions. Et là, on parle en dizaines de millions. C'est 20, 30, 40, 50 millions de tours de table et c'est des valos jusqu'à 100 millions et plus. Et donc, vous, aujourd'hui, sur nous, le sweet spot, c'est série A. Ouais. C'est 3 à 8 millions, mais vous pouvez aller un petit peu plus, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut aller jusqu'à 20, mais on y va en plusieurs étapes. D'accord. On garde de la réserve pour accompagner dans les tours suivants. Puis, on a une petite poche d'amorçage, 10% maximum, qui est tactique. C'est quoi l'amorçage? C'est une boîte qu'on croise sur un sujet qu'on connaît déjà, parce qu'on y reviendra, mais nous, on est un fonds expert, donc on fait peu de sujets, mais on les fait très, 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 très bien. Et on se dit, cette équipe-là, elle est géniale, le sujet, il est génial, on ne veut pas passer à côté. Et donc, on met un petit ticket, un pied dans la porte, pour être là, pour aider l'équipe, l'entrepreneur, et puis surtout se dire, dans 18 mois, ils seront série A ready, et là, nous, on sera lead. Parce que nous, notre thèse, c'est d'être toujours lead investor sur les deals. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est expert, donc on essaye d'être sachant. On se trompe, hein, comme tout le monde, mais on essaie d'être sachant sur le domaine et on veut être très, très actif après. Donc on est très hands-on, pardon pour les anglicismes permanents, mais on est toujours au board. Ça nous arrive de présider les boards. On a un programme d'accompagnement avec 5 piliers. On va l'aider au quotidien, l'aider dans ses recrutements, l'aider dans ses ouvertures de bureaux, faire de l'advocacy avec lui pour convaincre les gens. Et donc, si tu n'es pas très au fait de ce que fait la boîte, en ayant fait des due deals très approfondis et dans une relation de complicité très forte avec le management, tu peux pas avoir ça, quoi. Donc, on n'est pas un investisseur dormant. Il y a des investisseurs dormants et très bien, c'est leur histoire. Il y a des investisseurs un peu suiveurs, quoi. Des investisseurs qui disent, nous, on y va. Si et seulement si, on voit d'abord qu'il y a 2-3 autres fonds qui se sont positionnés. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut y aller. Exactement. En fait, eux, ils sont un peu comme au casino. Ils se disent, OK, si tout le monde va sur ce ticket-là, c'est que c'est le ticket gagnant, quoi. Enfin, plutôt d'ailleurs à l'hippodrome, ils vont aller parier sur le bon chemin. Ouais, oui, tu as des fonds qui font que ça et c'est leur positionnement. Et puis, tu as des fonds qui, parce qu'ils sont généralistes ou qui sont sur 3-4 thèmes, ils ne sont pas à l'aise où ils ne prennent pas le temps de regarder dans le détail, donc ils attendent des gens comme nous pour se positionner. Donc c'est complémentaire, c'est pas bien ou pas bien, c'est chacun est dans son couloir et on se complète. Et nous, pratiquement toujours, on agrège des tours. On ne prend pas tout le tour. On prend la moitié, 2/3 du tour et on va appeler nos copains, nos amis qui vont être des bons compléments, qui vont amener d'autres choses à la start-up pour pouvoir compléter. Ouais, puisque vous avez cette expertise mobilité, écosystémique, etc. Mais derrière, tu as des expertises marketing, sales ou autres. Voilà, tech, etc. Et donc, on co-investit tout le temps et on essaie de co-investir avec les meilleurs. Mais le meilleur, ce n'est pas le meilleur dans l'absolu. C'est le meilleur pour cette boîte-là à ce moment-là. Et tu sais, un fonds, est-ce qu'il va lui rester du capital à déployer ? C'est quoi sa stratégie internationale? C'est quoi ses LP lui-même? Est-ce que ça peut créer des synergies business, etc. Donc, c'est vraiment un travail d'artisan, d'orfèvre, et c'est du cas par cas. Évidemment, j'ai beaucoup de questions là maintenant sur les fonds, sur Shift for Good, sur les startups et les investisseurs. On va essayer d'y aller dans l'ordre. D'abord, aujourd'hui sur Shift for Good, vous avez investi dans combien d'entreprises et est-ce que tu as réussi cette ambition d'international? Est-ce qu'on n'est pas qu'en France ou pas qu'en Europe et vous avez déployé de manière assez large vos investissements? Ouais, ça c'est une très grande satisfaction. C'est-à-dire notre thèse, c'est faire la mobilité, mais donc toutes les mobilités,
routière, maritime, ferroviaire, aérien, mobilité des biens, mobilité des personnes. Que du durable ? Que du durable. Donc on est un fonds article 9, hyper exigeant. Donc si les entrepreneurs n'ont pas une intentionnalité à titre personnel et dans leur business model de craquer un truc pour décarboner, on ne fait pas. Il y a d'autres gens qui font, des fonds article 8, article 6, mais nous on ne fait pas. Donc nous on fait des boîtes dont le sujet c'est faire mieux avec moins d'émissions. Donc ça c'est très important. Et on fait tous les business models. C'est-à-dire on fait du hardware, du software et des services. Et on fait aussi de l'économie circulaire. Et d'ailleurs notre dernier investissement, le 14e, puisqu'on est rendu à 14, c'est une boîte hollandaise qui fait de la réparation de batteries de vélos électriques et de trottinettes. On dit bien réparation. Réparation. Ce n'est pas du recyclage. C'est la première boîte, je pense, à avoir craqué le modèle en Europe. Elle s'appelle Novos. Elle est hollandaise. Elle a un gros atelier en France et un gros atelier aux Pays-Bas. C'est une boîte quand même qui fait plus de 5 millions de chiffre d'affaires et qui est profitable, qui va faire 250% de croissance cette année-là. Le truc est magique. Et alors sur l'international, gros sujet de satisfaction, puisque sur 14 boîtes, on a fait Finlande, Pologne, 2 fois l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Espagne, la France, la Suisse, et on a fait 2 à Singapour. Voilà, c'est ce que j'allais te demander sur l'Asie. Il y a 2 invests à Singapour. 2 à Singapour, et on est en train, l'investissement numéro 15, c'est en Inde. Gros marché, l'Inde. Très gros énorme marché, écosystème en soi. Et très intéressant, c'est que 20% de nos investisseurs sont en Asie. Donc des gens d'Asie du Sud-Est, d'Australie, etc. Très important. Et on a une équipe, donc on est une grosse quinzaine aujourd'hui. Et il y a 6 personnes à Singapour, dont 2 des 4 fondateurs. Donc on n'est pas du tout un bureau comme ça. On a un agrément d'ailleurs pour exercer le métier de VC à Singapour. C'est obligatoire. Génial. Et donc on a une vraie présence. Donc on est un fonds mondial avec un siège principal à Paris, un siège secondaire à Singapour. Et on est en train d'ouvrir un bureau à Stockholm pour les Nordics. Et on pense qu'on va ouvrir un bureau à Berlin pour Europe centrale, Europe de l'Est. Presque 15 entreprises investies, bientôt en tout cas. Et donc c'est la moitié de ce qu'on veut faire. Le tout partout un peu dans le monde. Ouais. 220 millions d'euros qui viennent d'investisseurs qui eux aussi sont un peu partout dans le monde. Les gros noms, tout à l'heure tu parlais de l'Alliance Renault. Ouais, alors il y a 2 grands types et c'est ça qui est très original. La moitié sont des institutionnels. BPI France, merci BPI France. Fonds européen d'investissement, merci le Fonds européen d'investissement. D'abord parce qu'ils ont été là dès le début, ils ont compris la thèse en un rendez-vous, ils nous ont dit on sera là. Voilà, et des tickets significatifs. Ensuite, c'est aussi un track record d'investisseurs que tu avais avant et tes associés, j'imagine également. Ouais, mais tu vois, moi qui me balade beaucoup dans le monde, qui vois d'autres écosystèmes, là, je rentre du Canada. C'est pas le cas partout. Mais non, mais BPI France, il n'y en a pas d'autres dans le monde. C'est-à-dire que, et on connaît très bien l'Allemagne, ça n'a rien à voir. Tout le monde nous envie ce dispositif. Et franchement, il faudrait cloner Nicolas Dufourcq. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Non, mais c'est vraiment, c'est formidable. On proposera l'idée. Ouais. Et ça plus la French Tech, c'est très, très vivant. Ouais, la French Tech également, qui est partout dans le monde. Bien sûr. C'est un écosystème hyper vivant. Et donc, la moitié de nos investisseurs, c'est des institutionnels comme ça. Et dedans, il y a des banques, des assurances, des gens super, BNP, Arkea, etc., qui sont des gens qui adhèrent beaucoup à cette thèse d'impact sur le transport. Et puis l'autre moitié des investisseurs, c'est des corporates de la mobilité. Constructeurs automobiles comme Renault, équipementiers, concessionnaires automobiles, sociétés dans l'énergie, sociétés dans le transport maritime, des gens comme ça. Et là, c'est moitié France, moitié pas France. Ça, c'est assez fort parce que dans vos investissements, ça vous permet très rapidement d'aller interroger ces corporates-là et savoir si vous avez le nez creux ou s'il faut faire justement attention parce que le marché n'est pas bon là-dessus à ce moment-là. Exactement. Alors ça, c'est ce que j'ai appris chez VID, que j'ai trouvé formidable et que j'ai voulu répliquer. C'est ce que Mathieu de Chanville a fait chez Alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, chez Alliance Venture. Et donc, on avait ce point commun et on s'est dit, c'est difficile à activer, mais quand il est bien activé, c'est une richesse, c'est vraiment un unfair advantage. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on réussisse à mettre ça en place. Et donc, on a une plateforme corporate. Ça veut dire qu'avec tous nos investisseurs corporate, on leur parle tous les mois,
on leur dit qu'est-ce qu'on voit dans le deal flow, qu'est-ce qu'on voit dans les tendances sur les sujets qui les intéressent, quelles sont les coopérations qu'on peut organiser entre eux et les startups du portefeuille ou des startups qui ne sont pas du portefeuille. Je peux te dire que tu as des dizaines d'entrepreneurs qui peuvent te dire chez For Good, ils n'ont pas investi chez moi, mais ils m'ont connecté à un tel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on aime la thèse des gars, de l'équipe, il peut y avoir des raisons qui font qu'on ne peut pas investir. Parce que la géographie, la bande passante, etc. Mais les gars, c'est super ce qu'ils font. Donc nous, on a envie qu'ils réussissent, parce que ça participe de la décarbonation des transports. Et donc, ça ne nous coûte pas grand-chose de les connecter à un Renault ou à un Motul, mais surtout Renault et Motul, qui sont nos LP, ils sont hyper contents, parce que eux, ça leur apporte quelque chose. Donc, tu vois, c'est encore l'histoire du gagnant-gagnant. Ouais, un triangle parfait, là. Ouais, et on est dans cette générosité. Alors, ça a un inconvénient, c'est que ça te prend une bonne passante, et il faut avoir un mindset qui soit cette posture-là de service, de connexion. Et tous les gens dans l'équipe, premier truc qu'on s'assure, c'est cette espèce on a un corpus de valeurs, de générosité, d'esprit d'entrepreneur, de logique de service. Il faut avoir ça. Donc, c'est pas des gens juste qui font des tableurs Excel, c'est des gens qui sont vraiment des connecteurs. Eux vont vous aider, évidemment, à regarder une fois que vous avez été assez loin sur le dossier pour donner un go-no-go de principe, enfin de non, logique. Parfois très en amont. Ils nous aident, en fait. Ah ouais, d'accord. Ils nous aident à qualifier. Je donne un exemple. Aujourd'hui, chez Renault, on a une qualité de partenariat qui fait que, je ne sais pas si on a un sujet de batterie, en quelques minutes, on a accès à l'expert chez Renault du sous-sujet concerné, parce qu'ils sont sur tous les sujets, du sous-sujet. Et donc, parce qu'on a cette relation de partenariat écrite, contractuelle. Et donc, en fait, on a accès à des milliers d'experts chez Renault. Donc, en fait, et ça, chez chacun de nos LP, c'est comme ça. Attention à vos investissements, à ne pas vous planter, à aller enfin, c'est une boussole extraordinaire, en fait. En fait, ça fait qu'au lieu d'être 16, on est 16 aujourd'hui chez For Good, on sera 18 ou 19, en fait, on est des milliers d'experts. Et ça veut dire qu'il n'y a pas un sujet sur lequel on n'a pas plusieurs personnes, et parfois on prend plusieurs avis, qui vont pouvoir nous dire, attends, ce sujet-là, c'est miroir aux alouettes, c'est un faux bon sujet, laisse tomber, ça fait 10 ans, ce ne sera pas craqué. Ou les mecs nous disent, on n'a jamais vu ça, c'est incroyable, creusez. Et creusez pour vous chez For Good, et puis creusez pour nous aussi votre investisseur. Et donc, en fait, on a un pouvoir de démultiplicateur. Et c'est un peu le secret pour se tromper un peu moins. On verra à la fin du game ce que ça donne, mais aujourd'hui on a un portefeuille qui se porte très bien, mais en même temps c'est un boulot un peu par les nombres, comme disent les Américains. C'est-à-dire que quand tu fais très bien tes sélections, très bien tes due deals, que tu accompagnes très bien, tu réduis ta possibilité de plantage de 80%. Et donc, comme par hasard, au lieu d'avoir 50% de taux de défaillance, tu n'as que 20 ou 30%. Et au lieu de faire 2x, tu fais 3x. Donc, tu vois, c'est pas un truc magique, c'est juste du boulot. Et vous avez un timing cible de sortie des boîtes ? Non, on est un fonds classique, c'est 10 ans plus 1 plus 1. On est sur des sujets, on essaie d'avoir un portefeuille équilibré. Donc, on a des boîtes avec beaucoup de hardware et d'autres plus de software. Donc, on essaie d'équilibrer ça justement pour ne pas se retrouver avec que tout soit poussé vers la fin du fonds. Donc c'est un peu le métier. On essaie d'équilibrer les thèmes. On a 3 boîtes dans le maritime, on a 3 boîtes dans des sujets deep tech automobile, on a 2 boîtes dans le vélo, on a 2 boîtes dans le service. Tu vois, on essaie d'avoir tous les types de business model et un peu tous les types de maturité, justement pour un peu hedger, comme on dit, pour équilibrer le risque. Il y a une tendance qui se dégage dans les dossiers là, que vous recevez ces derniers temps, quelque chose qui semble être une des nouvelles grosses tendances dans la mobilité durable ? Non, la tendance, c'est que j'ai l'impression d'être revenu depuis 1 an, là où on était en 2015. J'ai bien aimé quand tu disais ça. Moi, c'est une époque que j'ai adorée, c'est 2015, 2016, 2017. Là, en France, il y a eu cette espèce d'ébullition avec Uber, avec... Tu te souviens, tous les vélos, la Mobile, Cofo, etc. Il n'y a pas tout qui a marché. Non, mais ça a bougé. Mais ça fait bouger les lignes, quoi. Je suis d'accord. C'était génial. Et donc,
Aujourd'hui, la différence avec cette époque-là, c'est qu'on est passé de l'époque un peu des barbares et un peu du tout fou à une époque où maintenant il y a une maturité. Et donc dans la chaîne de valeur, notamment chez les industriels, ils ont arrêté de regarder ça comme des sujets incongrus. Ils l'intègrent dans leurs décisions et dans leur plateforme industrielle, dans la chaîne de valeur. Par contre, la compétition, elle est tellement mondiale et elle est tellement engagée sur la décarbonation, parce que le truc, il est parti dans tous les sens, sur les motorisations, les matières, les circuits, etc., qu'en fait, il y a un foisonnement de sujets qui est extraordinaire. Nous, on a un deal flow, mais moi, je pourrais déployer 300 millions par an, mais facile. Il y a une quantité, une qualité de dossier qui est juste... Quand tu dis 300 millions, c'est que tu penses qu'ils seraient bien investis en plus. Bien investis, bien sûr. Extraordinaire. On a des dilemmes, mais toutes les semaines, il se trouve qu'on est jeudi, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais nous, tous les jeudis matins, on a notre réunion de deal flow interne. On passe en revue tous les dossiers dits qualifiés. Alors déjà, pour passer de pas qualifié à qualifié, il faut passer beaucoup d'étapes. Mais dans les dossiers qualifiés, tous les jeudis, il y a des trucs, on drop, mais on pourrait très bien les faire, quoi. Et c'est ça comme ça toutes les semaines. Des très bons dossiers. Et il se trouve qu'en fait, on ne retient pas les très bons dossiers. On retient les excellents dossiers. On retient les meilleurs dossiers. En fait, c'est un concours, ce n'est pas un examen. Donc, on cherche à retenir des choses, évidemment, qui matchent avec notre thèse, et l'équilibre géographique, etc. Mais on pourrait en faire beaucoup plus. Tu as des gros regrets sur des boîtes dans lesquelles tu n'as pas investi, que ce soit chez VID ou chez Shift for Good? Alors, j'en avais un, mais qui a été corrigé, qui est que parce que pour des raisons de valo, c'était pas possible, c'était de ne pas avoir été chez Blablacar. Okay. Parce que Blablacar, c'est l'icône de la mobilité durable, c'est la seule licorne française du transport pendant très longtemps. Et on n'avait pas réussi à y aller parce que c'était déjà trop gros par rapport aux moyens de VID à l'époque, quoi. Même si on a eu des discussions, c'était pas possible. Et puis, Klaxit a été racheté par Blablacar. Et donc, indirectement, maintenant, tu t'es retrouvé dans VID se retrouve avec des actions Blablacar. Donc, c'est super de ce point de vue-là. Voilà. Donc, voilà. Après, je suis très content de ne pas avoir fait certains investissements. Ouais. Par exemple, des trucs qui paraissaient magnifiques. En fait, nous, on est un peu des besogneux. Et déjà, chez VID, c'était le cas. Et moi, je me souviens, j'ai fait un article dans Les Échos en 2015 ou 2016 où je disais, à propos des OFO et des Mobike, etc., je disais que nous, on n'allait pas investir parce que nous, on ne comprenait pas où était le business model. On ne comprenait pas à quel moment on faisait de l'argent. Et je disais même que probablement, il y avait beaucoup de gens qui allaient perdre beaucoup d'argent. Et il se trouve que je me trompe souvent, mais là, j'ai eu raison. Il y a eu des centaines de millions d'euros qui sont partis en fumée, quoi. Ouais. Un truc complètement fou. Bon. Donc, je n'ai pas de regret de ne pas avoir fait ça. Il y a un truc intéressant dans les mobilités douces, c'est que depuis quelques mois, c'est pas en années, c'est en mois, les acteurs sérieux de trottinettes ou de vélo ont passé le break-even. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui sont sur le terrain depuis 8 ans, 10 ans, des Dot, des Lime, etc., même des Uber, n'ont pas été rentables pendant 10 ans, tenus à bout de bras par des investisseurs, bravo à eux. Ça y est, ils sont rentables. Ils sont rentables pourquoi ? Il y a moins d'acteurs. Ouais, consolidation du marché. Consolidation du marché. Les villes sont devenues raisonnables et donc elles savent très bien qu'il ne peut pas y avoir 10 players par endroit, donc il n'y en a que 2 ou 3. Donc tu as une masse critique. Donc le marché a gagné en maturité. La chaîne de valeur s'est améliorée et donc par exemple tu as des gens qui leur font faire la réparation de batterie. Quand ça te coûte un tiers de ce que ça te coûtait de remplacer, ton point mort il s'améliore. Ils sont meilleurs en exploitation. Et ils ont souvent compris qu'il faut faire du B2B en plus du B2C, les deux à la fois. Et ça, c'est quoi ? En fait, c'est la maturité. Donc, c'était des business qui étaient très audacieux, il y a eu beaucoup de morts, mais ils ont réussi parfois à pivoter, souvent juste à s'ajuster, et ça marche. Et moi, je suis très content parce que quand tu regardes dans les rues, quand tu regardes surtout l'impact pour la planète et pour la santé des gens, c'est très positif. Donc, c'est une bonne chose. On voit aussi quand même d'autres modèles sur lesquels on se questionne parfois sur la rentabilité. Je veux bien avoir ton avis là-dessus. Sur l'autopartage, moi, c'est quelque chose que j'adore en termes de pratique. Je trouve ça hyper pratique. Mais au niveau business, est-ce que ça fonctionne quand il s'agit de voitures ? Est-ce que ça fonctionne quand il s'agit de scooters ? On a vu
il y a quelques... Alors, je vais faire un petit quiz. Mois, années, Cityscoot, par exemple. Est-ce que tu connais le pionnier de l'autopartage dans le monde ? Je suis sûr que tu le connais. Je crois que c'est soit Bolloré, soit avant encore à Lyon, si je dis pas de bêtises. Alors non, c'est pas en France, c'est au Canada, c'est au Québec, ça s'appelle Communauto. Ah oui, Communauto, ouais, exactement. Communauto, est-ce que tu as une idée de combien ils ont de voitures en autopartage à Montréal ? Montréal, c'est 3 millions d'habitants. Hein. Ils ont 8500 voitures en autopartage. Et Communauto fait 15% de résultat net. Donc c'est massif dans les trajets quotidiens à Montréal et c'est très rentable, très rentable. Et je peux te dire que tu as des fonds québécois, canadiens ou américains, parce que c'était plutôt ça l'actionnariat, qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Donc est-ce que c'est possible de gagner de l'argent sur l'autopartage ? Sur l'autopartage, la réponse est oui. Et l'autre exemple, ça m'intéresse qu'on le mentionne, c'est le covoiturage domicile-travail. Ah. Pour moi, c'est une incongruité. Alors Klaxit, ça marche pas mal. Carrosse, Ecov. Mais il y a un chiffre qui est sorti dans la presse hier, qui est dramatique, c'est qu'on a rebattu à la hausse un nouveau record d'autosolisme en France. 87% des voitures en région parisienne, 87% ont une seule personne dans leur voiture aux heures de pointe. 87. Le record, c'était 86 et maintenant, on a fait pire, 87. C'est-à-dire qu'en fait, l'autopartage, le covoiturage, il est, en dehors de certains endroits, etc., il est pas du tout entré dans les mœurs. Et donc, pour moi, ça, c'est un des grands défis. Parce que pour 1000 raisons, c'est quelque chose à développer et vertueux, quoi. C'est pour les gens, en termes financiers, en termes environnementaux, évidemment. C'est une question de culture et d'usage, ensuite. Est-ce que les gens sont prêts, enfin, à se dire qu'ils vont partager leur voiture ? Et c'est aussi grâce à des acteurs comme Carrosse, tu parlais des Cove, etc., aussi, qu'au fur et à mesure, on réussit à évangéliser ce marché, à donner envie aux gens parce qu'il y a des plateformes de plus en plus performantes, parce que c'est fait de manière la plus intuitive possible, Klaxit par Blablacar, parce que Blablacar, ils sont très forts en B2C. Ils ont une communauté immense, ils savent parler aux gens, ils sont très bons dans ce marketing relationnel. Et Klaxit, qui n'était pas mauvais, mais qui était très bon surtout avec les communautés urbaines et avec des entreprises, est beaucoup plus petit que Blablacar. Ça se complète parfaitement. Et donc j'espère, la fusion elle a 1 an et demi ou 2 ans, j'espère vraiment que ça va pouvoir prendre son ampleur, eux et puis des concurrents, pour que ça prenne de la place. Mais aujourd'hui, je regrette, et dans le monde, il y a peu d'endroits où le covoiturage est vraiment très efficace. C'est évident que c'est des questions d'usage et que c'est aussi un timing, une rencontre entre une offre et une demande. Il y a quelque chose qui est aussi qui me paraît assez important. Tu as vu passer j'allais dire des centaines, mais je pense peut-être des milliers de dossiers de start-up, toutes plus brillantes les unes que les autres. C'est quoi les 3 gros indicateurs qu'on regarde quand on regarde un dossier de start-up ? Peut-être pas forcément d'ailleurs en série A ou série B que tu fais aujourd'hui, mais peut-être aussi des seeds quand tu étais à l'époque dans les jurys MoveLab et pour VID. C'est quoi les 3 gros indicateurs qu'un investisseur va regarder dans le dossier d'une startup ? Hyper simple en fait. Numéro 1 absolu, c'est l'équipe, et notamment le fondateur. T'as beau avoir la meilleure idée du siècle, un super produit, tout ce que tu veux, si le mec est tout seul et qu'il est un peu bancal, c'est foutu. Ah mais red flag tout de suite. Et il faut qu'il y ait un match humain. Par exemple, ce matin, on a droppé un dossier, super business model, etc. Mais en fait, le mec, il est tellement arrogant que juste on n'a pas envie. Parce qu'en fait, on est parti pour bosser avec eux pendant 8 ans, 10 ans. T'as pas envie toutes les semaines, parce que c'est toutes les semaines, d'avoir cette relation un peu... Un call par semaine avec chaque startup. Pas forcément systématique, mais dans les faits, statistiquement, c'est ça, oui. Tu as des gars que j'ai par WhatsApp tous les jours, par séquence. Tu vois. Donc si jamais il n'y a pas le fit humain, red flag. Ah, mais red flag. Mais quand je dis l'équipe, c'est pas que ça, c'est avoir quelqu'un qui est inspiré, parce que être un entrepreneur sur ces sujets-là, c'est pas faire un marathon, c'est un marathon haie. Et avec des haies qui ont lieu tous les 100 mètres. Donc un marathon, c'est très dur. Moi, j'en fais de temps en temps, je peux te dire c'est très dur. Alors, avec les haies aussi, tu le fais ? Non, sans les haies. J'ai du triathlon, donc tu vois, c'est... Wow. Mais un marathon haie, c'est extrêmement difficile. Et nous, on est là pour les aider à passer les haies. Mais donc, le gars, s'il n'a pas à la fois un drive, mais ce qu'on appelle la posture, qui est un mix de conviction, mais d'écoute, d'humilité et d'envie, qui est un truc que tu repères à force. Ces gars-là, ils ont ça, quoi.
Et ça, tu le vois, mais en 2 minutes. Et donc, quand le gars, il pitch et il répond à 2-3 questions, etc., tu le repères. Tu le repères. Alors, évidemment, tu fais 1, 2, 3 rendez-vous et puis ça se matérialise ou pas. Mais plus c'est tôt, plus l'équipe, elle est importante. Ça c'est 1. 2, est-ce que la value proposition, est-ce que la solution, elle amène quelque chose ? Tu vois, le côté MeToo, où tu vas être obligé d'investir comme une brute en marketing, etc., nous, on ne sait pas faire. Donc, là, c'est ce qu'on appelle l'additionnalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un truc en plus, comme dans le film, est-ce qu'il y a un truc en plus qui fait que ça va être un game changer qui va créer naturellement une barrière à l'entrée, qui va vouloir embarquer des gens, donc un accélérateur. Ça, c'est le deuxième sujet. Troisième sujet, la profondeur de marché. Avoir une bonne équipe avec un projet innovant, mais qui répond à un problème, mais qui est trop petit. Qui est microscopique, ça peut être bien pour des investisseurs, mais pas pour nous. Nous, on veut sauver la planète. Et donc, on veut faire des trucs big. Et alors, les trucs big, peut-être qu'ils seront big une fois que nous, on sera partis. Mais si nous, on ne se dit pas, cette boîte-là, et ça, c'est dans nos critères, hein, cette boîte-là, elle peut faire 100 millions et plus en quelques années, mais ça, on n'y va pas. Voilà. Donc, on n'est pas là pour investir dans des TPE ou des PME. Et c'est vachement bien de faire une TPE ou une PME, hein, mais ce n'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est des gens qui veulent craquer un truc et l'emmener très haut. Et qui vont pouvoir scaler. Exactement. Donc ça, c'est les trois points. Et moi, la question que je me pose très souvent, c'est est-ce que pour être un bon investisseur, il faut avoir un détecteur de mensonges sur soi ? C'est une bonne question qu'on pose jamais. Mais oui, c'est un monde c'est un monde dans lequel alors il y a le mensonge et puis le faux mensonge. Il y a le gars, il est tellement convaincu par son truc, tu vois, qu'il se ment un peu à lui-même. C'est-à-dire, ça, c'est le faux mensonge. Ouais, il perd la distance. Et là, c'est notre job. De lui mettre de l'eau froide sur la tête et lui dire, attends, tes chiffres, là, on va les regarder. Et donc, c'est là qu'il faut bosser. Et nous, je peux dire, on est des brutes de travail. Je peux dire que nos équipes, seniors comme juniors, il y a un truc, le Graal, c'est Unit Economics. Je peux te dire qu'on décortique le truc, d'où viennent les chiffres, c'est quoi les sources, comment c'est bâti, je les simule, je fais de la modélisation, etc. Et donc ça évite le faux mensonge. Le gars, il fait une erreur, tu vois, il mal modélise, etc. Bon. Et puis après, ouais, tu as des vrais menteurs. Tu as des vrais menteurs, et nous, ça nous est arrivé dans des... Je me souviens, il y a encore quelques mois, un mec qui nous dit des choses, et sur l'IP, c'est pas vrai. Oui, j'ai un brevet. Mais en fait, il n'a pas vraiment un brevet, en fait. Il a un truc, en fait, qui n'est pas du tout défendable, qui est pas du tout... qui, en plus, existe ailleurs, etc. Ouais. Donc, c'est border, etc. Et donc là, vous, potentiellement, vous auriez pu vous embarquer, et quand tu te rends compte de ça, tu dis... Mais et là, c'est un vrai mensonge. C'est-à-dire que le type, il persiste dans le truc. Il te dit, mais si, machin. Je dis, bon, bah, okay. La seule bonne manière, en fait, de repérer ces choses-là, finalement, c'est de bosser dans les chiffres et de creuser complètement le dossier au niveau d'un tableau chiffré avec un marché, etc. quoi. Oui, et puis d'avoir des bons conseils. C'est-à-dire, nous, on check, on fait des due deals techniques avec des gens meilleurs que nous, on fait des due deals légales, des due deals financières, on vérifie les comptes, des due deals dans l'impact. Mais est-ce que c'est rare ou est-ce que c'est régulier qu'on vienne vous raconter un peu, ou alors qu'on vienne, disons, embellir ou enrober la vérité ? Tout le monde embellit. Tout le monde embellit. Tous les patrons sont un peu hallucinés. Donc, nous, on fait systématiquement un discounted business plan. Donc, il y a le business plan du management et puis notre business plan. Et puis, il y a t'as un écart qui peut être de 50%. Ça, c'est quoi ? C'est un ratio que vous posez ou bien c'est Non, ça dépend des boîtes. C'est-à-dire, si on se trouve que les hypothèses sur la top line, l'investissement, le marketing, etc. ne sont pas bons, nous, on les complète avec les chiffres auxquels nous, on croit. Et puis, ça fait notre business plan. Hein, et ça peut vous arriver d'investir quand même en redisant par contre à l'entrepreneur, par contre là, tu t'es planté là-dessus. Selon nous, ça va pas être ça. Okay. C'est-à-dire que nous... Mais vous investissez quand même. On investit quand même. Vous voyez pas ça comme un mensonge. Ah non. Et d'ailleurs, nous, dans notre comité d'investissement, ce qu'on valide et ce qu'on simule en termes de rendement, c'est sur notre BP. Et on dit toujours au patron, on dit, voilà notre BP à nous. Garde ton BP, c'est OK. Mais moi, je peux te dire, parce qu'il faut qu'il y ait cette transparence. Il faut qu'on lui dise, hey Coco, toi, tu t'es mis 2 millions par an de marketing, c'est pas du tout assez. Nous, on a mis 8.
Parce que si tu veux atteindre ce chiffre de croissance, de chiffre d'affaires, ça se fera pas tout seul. Tu l'as imaginé, il n'est pas du tout bon. Exactement. Tes frais de personnel, tu dis ça augmente de 2%, ça augmente jamais de 2%. Tu es des ingénieurs, c'est la rareté, etc. Il faut que tu mettes 5 points, 8 points, 10 points de croissance. Ouais. Tu vas avoir du turnover, etc. Ah, tu n'as pas mis de coût d'avocat. Ah, et alors tu n'as pas de bureau? Tu penses que les mecs ils vont tous bosser de la maison tout le temps, etc. Etc., etc. Donc, tu n'as pas de coût de financement. Bah si, tu as du coût de financement. Quand tu vas faire de la dette, tu as des intérêts, etc. Et il y a un moment, tu pilotes le cash. Ouais, en fait, mais ça vient... c'est notre métier. Voilà, c'est ça. Ça vient avec une expérience, une expertise sur des centaines et des centaines de dossiers qui font qu'à un moment... Ça, je dirais, c'est le métier un peu de base. C'est-à-dire qu'un fonds qui ne fait pas ça, objectivement, il ne fait pas son travail. Ce qui est très intéressant dans notre cas, c'est pourquoi est-ce que nous, on a choisi d'être un fonds expert? Ben parce que, à cause de ça. Parce qu'en fait, ça nous permet de moins nous tromper. Parce que, je vais prendre un exemple. On investit dans une boîte espagnole que j'adore, qui s'appelle Bond for Blue, qui fait du vélique pour les cargos. Ok. Cargo, c'est énorme. C'est 3% des émissions au niveau mondial. C'est uniquement les 40 000 gros bateaux, les cargos, qui se déplacent et qui transportent les biens entre l'Asie et l'Europe et les États-Unis. Énorme pollution. Il y a des systèmes avec du vent, il y a 5 ou 6 technologies. Nous, quand on a fait ce dossier-là, il y avait 17 boîtes à avoir une technologie autour de ça. C'est moi qui fais le dossier, je les ai toutes rencontrées. Parce qu'on n'a pas décidé d'investir dans Bond for Blue, on a décidé d'investir dans la catégorie. Ouais. Et dans la catégorie, l'industrie vous intéressait, vous avez dit, il faut qu'on trouve la bonne boîte. Exactement. Wow. Et donc, on le fait à l'envers. Et donc, on connaît le truc par cœur. Et du coup... C'est quoi le rapport avec ta question? C'est que quand le mec il te dit mon rendement de performance, l'économie de carburant que je fais par cette technologie, etc., c'est de X, ben moi je peux le challenger. Parce que j'ai vu 16 autres boîtes et j'ai embauché 2 experts, en l'occurrence sur ce dossier-là, 5 experts externes que j'ai payés, 3 que j'ai payés, 2 que j'ai pas payés, qui m'ont dit cette boîte-là, ça marche pas parce que ceci sur la technologie, machin, etc. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais je m'entoure des bonnes personnes et là, maintenant, je suis au courant que ce n'est pas possible. Et le mec, il ne peut pas me pipoter. Plus tu es fort et donc plus tu es expert, donc plus tu es sur un champ limité. Un des grands problèmes des VC, c'est que quand tu fais des fintech, des biotech, du transport, machin, etc., et que tu es 8 dans la boîte, mais comment... C'est impossible. Ben, c'est impossible. Ouais. Donc, en fait, tu es en permanence dans l'écume des choses et donc tu te fais avoir. Et comme tu te fais avoir... et que tu as quand même beaucoup d'ego parce que tu as le pognon, t'expliques en fait c'est les autres les pas bons. Mais non, c'est pas ça. C'est toi qui as mal investi, c'est pas lui qui... Alors, c'est peut-être un peu les deux, quoi. Mais en tout cas, nous, on trouve que c'est pas la bonne tonalité. Ça nous intéresse pas de faire ça. Donc, nous, on préfère être sur moins de sujets et les creuser de manière avec un microscope à balayage électronique. Alors, tu as le nez dans le marché de la mobilité durable, dans l'investissement, dans les chiffres depuis des années et des années maintenant. On sent depuis quelques mois, disons, voire années, mais là, depuis quelques mois, ça s'intensifie, une tension économique mondiale, pas qu'économique d'ailleurs, mais l'économie, évidemment, en pâtit, avec tous les sujets de guerre, de décroissance pour certains pays, de dette, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on va un peu dans le mur au niveau des investissements? Est-ce que tout doit être un peu gelé? Ou est-ce que justement, ça a été un moment difficile et tu penses que c'est en train de repartir? Alors, ce qui est magique quand on enregistre des podcasts comme ça, c'est que comme on ne sait pas exactement quand ça va être écouté, pour la petite histoire... Ça sortira après la crise. Ouais. Pour la petite histoire, pour les auditeurs, là... hier, il y a Donald Trump qui a annoncé ce qu'il appelle le jour de la libération avec les tarifs douaniers. Donc, peut-être que dans 6 mois, on n'en parlera plus, puis peut-être que ce sera une crise économique mondiale. Donc, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que depuis 2020 et le Covid, il y a eu 3 choses systémiques qui ont changé les choses sur le plan de la macroéconomie et du transport. Le Covid, évidemment, avec un gel des circulations. La guerre en Ukraine avec la Russie qui, en fait, avec des sanctions, fait se redessiner un paysage, et notamment sur l'énergie. Et maintenant, l'attitude de Donald Trump.
toutes les crises là, qui existent, elles ne vont pas améliorer le sort de la planète. Donc si les gens comme nous, qui sommes un peu les avant-gardistes, les pionniers, on s'arrête à ce moment-là, on ne fait plus de notre devoir, et puis surtout l'exemplarité qu'on essaie de montrer, parce que notre exemplarité, c'est de dire le rendement financier et le rendement environnemental ne se négocient pas, ils vont de pair, ils sont de même importance, et ce n'est pas l'un à la place de l'autre. On veut démontrer qu'on peut être un tier one, un des meilleurs fonds en termes de rendement financier, tout en étant ultra exigeant sur l'environnement. Ça, c'est le play de Shift4Good. Donc, il faut continuer. Ça, c'est ma première conclusion. La deuxième conclusion, c'est qu'il faut choisir ses alliés. Et choisir ses alliés, c'est regarder qui sont tes investisseurs, chez qui tu investis et dans quelle géographie tu investis. Nous, on a fait le choix depuis pas mal de temps de l'Asie du Sud-Est, et notamment de Singapour, qui est un endroit où il y a une capacité à développer des affaires qui est bonne, et où, je le dis très souvent aux entrepreneurs européens, c'est beaucoup plus facile de signer des contrats en Asie du Sud-Est, en Indonésie, à Singapour, aux Philippines, en Australie, même en Inde, que n'importe où en Europe. Toi, tu nous dis, détourne-toi un petit peu de l'Ouest en ce moment et va plutôt à l'Est. Alors, je pense que le Canada va s'ouvrir, d'autant plus que les États-Unis se fritent avec le Canada. C'est-à-dire que le Canada ferait un peu le pont entre l'Asie et l'Europe ? Le Canada, en fait, aujourd'hui, répète en boucle qu'ils veulent se tourner vers l'Europe. Okay. Et donc, le cross-border Canada-Europe va se densifier de manière énorme. Okay. Donc, le play nord-américain, c'est plus un play nord-américain, c'est un play Canada. Bon, il se trouve que le Canada, c'est 40 millions d'habitants. Donc, la réserve, elle est quand même un peu limitée. Et c'est pour ça qu'il faut regarder l'Asie. Okay. Et en Asie, il faut regarder l'Asie du Sud-Est en premier. Parce que la Chine, c'est quand même compliqué. Hein. Ouais. Mais l'Asie du Sud-Est, qui est l'ASEAN, l'Australie et d'une certaine manière l'Inde, c'est plus de 2 milliards d'habitants. C'est des croissances du PIB qui sont souvent 8-10%, donc c'est vertigineux. C'est des gens qui ont un souci de l'adoption de solutions modernes en termes de technologie et à impact, un souci majeur de ça. C'est-à-dire que tu leur présentes une solution qui marche bien et qui est soutenable, mais ils signent tout de suite. Et donc moi j'ai des exemples, je vais vous en donner un. Charge Europa, une boîte polonaise dans laquelle on a investi il y a une petite année, qui fait des bornes de recharge électrique et qui a un business model vachement sympa parce qu'elle a des panneaux publicitaires dessus. Il faut savoir que personne ne gagne d'argent sur les bornes de recharge, sauf eux. Parce qu'en fait, 70% de leurs revenus, c'est de la pub. C'est de la pub. Et donc, day one, quand ils installent une borne, si elle est au bon endroit, ils sont profitables, les mecs. Truc super malin. On leur a organisé un voyage en Asie du Sud-Est, 2 semaines et demie. Ils ont signé 2 contrats en 2 semaines et demie, un aux Philippines, un en Indonésie. Avec, à la clé, des dizaines et des centaines de stations de recharge. Ah oui. Avec un partenaire local, dont un des 2 et un de nos investisseurs, évidemment. Ça ne se fait pas par magie, c'est pas en faisant toc-toc. Donc ça, c'est notre force. Mes 2 associés sont en Asie depuis 15 ans et 20 ans, connaissent tout le monde dans la région. On a des investisseurs qui sont des bonnes introductions. Mais donc, l'Asie du Sud-Est, qui est un marché sur lequel nous, Européens, et les startups et l'innovation européenne doivent se regarder. Mais bien sûr, il faut bien sûr. Et je pense que les 2 tiers des startups de notre portefeuille, on a aujourd'hui des projets de développement avec eux en Asie du Sud-Est. Born4Blue, la boîte espagnole sur le cargo, est en train d'ouvrir un bureau là-bas. Shipeo, boîte française de logistique, la Smile, super boîte, un bureau à Singapour. Ciné, sur du maritime, de la data, est en train d'ouvrir un truc en Asie du Sud-Est, etc. Vapos, qui fait des vélos pour les employés, est en train de regarder ouvrir en Australie. Enfin, donc, il faut savoir regarder vers l'Est. Ce n'est pas la culture naturelle. Et donc, il faut être accompagné pour y aller. On est là pour ça. Yann Marteil, merci beaucoup. Je te pose une toute dernière question. Dans les 15 dernières années, la mobilité a complètement changé. Les transports ont complètement changé. On était vraiment avant sur 2 possibilités, grosso modo, notamment dans les centres urbains, à savoir du transport public et de la voiture. De la voiture, puisque même le vélo était très peu utilisé à l'époque pour les trajets du quotidien. Selon toi, dans 15 ans, on se déplacera comment ?
Moi, je suis très bon pour prédire le passé, pas tellement pour prédire l'avenir. Je suis surpris du fait que le véhicule autonome, auquel je ne croyais pas beaucoup, décolle vraiment en Chine et pas mal aux États-Unis. Et donc, ça devient un vrai sujet de masse dans ces endroits-là, sur des taxis notamment, ou d'autres formes de transport humain collectif. Donc, c'est possible, un des gros paris de la rentabilité dans ces endroits-là, depuis sur des taxis. Des années, non? Ouais. Et c'est possible que dans certaines villes, pas partout, parce qu'il y a un problème d'infrastructure urbaine, etc. À Paris, dans le centre de Paris, probablement pas. Mais... À Rome non plus. Ouais, voilà. Mais dans des villes plus simples, on va dire, à opérer, je pense que le véhicule autonome va devenir un élément important. Et la déclinaison de l'autonomie dans le véhicule du particulier aussi. Moi, j'ai eu la chance, j'étais pendant des années au bord de groupe BMW, et des voitures que je conduisais de leur marque, encore récemment, tu fais 200 km sur l'autoroute, tu ne touches pas le volant. Donc, c'est une expérience de conduite qui est extraordinaire. Et donc, on est en 2025, donc tu vois, 15 ans, 2040, évidemment qu'on ne touchera plus le volant, qu'il y aura beaucoup moins d'accidents, ce qui est très bien. Et donc, il y aura une espèce de régulation, ce qui veut dire aussi qu'il y aura certainement une régulation sur les bouchons. Et je pense qu'évidemment, la mobilité, elle sera décarbonée, au sens où elle sera complètement électrique ou hydrogène. On croit beaucoup à l'hydrogène, pas tout de suite là, mais un peu dans une phase 2. Donc ça, j'y crois beaucoup. Puis la deuxième chose auquel je crois, c'est qu'en fait, les modes de vie vont un peu changer, je pense. C'est-à-dire que moi, je suis marqué par le fait que les gens, entre le télétravail, entre le fait qu'ils partent beaucoup en province, etc., espèce de frénésie qui est usante aussi pour la santé et pour la qualité relationnelle. Je ne suis pas sûr que ce soit très pérenne, ça. Merci beaucoup Yann Marteil, cofondateur et associé de Shift4Good, fonds d'investissement dédié à la mobilité durable. Merci Yann. Merci Yann.